Bonjour à tous et bienvenue sur EPS pour cette deuxième partie d'une série de 3 vidéos sur les forces newtoniennes. Alors, dans les objectifs de cette deuxième partie, je dirais les représentations graphiques, les courbes, etc. Donc vraiment, ça va tourner autour de représentations graphiques. En termes de prérequis, je pense qu'il est indispensable d'avoir visionné la vidéo précédente qui s'intitule « Mouvement dans un champ newtonien de force conservative », c'est-à-dire la première partie qui nous donnait les éléments théoriques nécessaires au début de cette étude. Alors nous allons tout de suite plonger dans le vif du sujet, donc en rappelant la fonction énergie potentielle effective pour commencer que nous avions vu précédemment. Donc je rappelle que l'énergie potentielle effective était une fonction qui ne dépendait que de R, que nous avons construite à partir de l'énergie mécanique et qui pouvait s'écrire sous la forme donc mc carré sur 2R au carré moins lambda sur R. Alors voilà donc l'expression qui est issue de la vidéo précédente. Alors ici on voit qu'on va voir finalement deux cas de figure. Donc, un premier cas de figure où lambda serait négatif. On va commencer par le cas le plus simple. Alors, on voit que si lambda est négatif, eh bien, ça pourrait provenir de forces d'interaction électrostatiques. Je vous rappelle que lambda, dans le cas de force d'interaction électrostatique, est égal à moins k fois le produit des charges électriques. Et si on a des charges électriques de même nature, c'est-à-dire grand Q et petit q de même signe, donc de même nature, à ce moment-là, on va voir effectivement un coefficient lambda qui va être négatif. Qui dit un coefficient lambda négatif, donc moins par moins ça va faire plus, donc on va avoir une énergie potentielle effective qui va être strictement positive. Donc ici, on va avoir une énergie potentielle effective, quelle que soit la valeur de R, qui va être donc ici strictement positive. Alors, celle-ci donc est strictement positive. On voit bien que c'est en 1 sur R au carré avec un terme en plus 1 sur R. Donc ça va être une fonction décroissante. Pas besoin de faire d'études mathématiques pour cela. Ça se voit, je pense, assez facilement. Et on peut donc tout de suite en déduire qu'on va avoir donc une forme de courbe d'énergie potentielle effective qui va être dans le premier cadran avec une forme décroissante, grosso modo, donc de cette nature. Alors, rappelons-nous un élément essentiel que nous avons pu voir dans la première vidéo, c'est que pour une énergie mécanique donnée, cette énergie mécanique doit toujours être supérieure ou égale à l'énergie potentielle effective, et ceci, quelle que soit effectivement la valeur petit r. Donc ça, je vais insister sur la première vidéo sur cette partie. Alors nous allons voir ici pour une énergie mécanique donnée, donc les forces newtoniennes sont des forces conservatives, ce qui veut dire que l'énergie mécanique sera la même tout le temps, donc sera la même quel que soit l'endroit où se trouve l'objet étudié. Donc on voit ici qu'on a un point d'intersection avec la fonction énergie potentielle effective, et comme l'énergie mécanique doit toujours être plus grande que l'énergie potentielle effective, eh bien cette condition sera vérifiée pour cette partie de R, c'est-à-dire qu'on va voir ici une distance minimale en dessous de laquelle avec cette énergie mécanique, l'objet ne pourra pas s'approcher donc ici du centre répulsif. Alors, quand on a cette forme de courbe, ça veut dire que R peut prendre toutes les valeurs supérieures à R min, mais jusqu'à l'infini, ce qui justifie l'appel donc d'un état de diffusion. Donc l'objet étudié est dans un état de diffusion. Bon, ça c'est une première possibilité. Alors regardons maintenant la deuxième possibilité. Donc deuxième possibilité, c'est forcément pour lambda positif, ce qui correspond à des cas très courants pour les forces d'interaction gravitationnelle. Donc la deuxième possibilité, lambda positif, donc ça c'est vrai lorsque lambda est égal à g fois le produit des masses, mais c'est aussi vrai pour les forces d'interaction électrostatique à condition que grand Q et petit q soient de nature différente, c'est-à-dire des charges opposées. Et à ce moment-là, on verra qu'il se passe exactement la même chose que pour le cas de l'interaction gravitationnelle. Alors,
Si lambda est positif, en regardant l'expression d'énergie potentielle effective, bon, bah, là on voit bien que c'est un peu plus compliqué. On a quelque chose ici effectivement qui peut être extrémal, donc il va falloir étudier la fonction énergie potentielle effective. Alors pour en faire l'étude, on va commencer de façon relativement simple. Alors, on peut regarder ce qui se passe lorsque R tend vers 0, lorsque R tend vers l'infini, et puis réfléchir un petit peu au maximum qu'il peut y avoir, ou enfin à l'extrémum, parce que ça peut être un maximum ou un minimum. Alors, commençons peut-être par localiser l'extrémum de la fonction. Donc, mathématiquement, ça veut dire qu'on va calculer la dérivée par rapport à la position de l'énergie potentielle effective. Donc, la dérivée du premier terme, donc ici, on a un premier terme qui est en 1 sur R au carré. Donc, la dérivée, ce sera en moins 2 sur R au cube. Donc, le facteur 2 va se simplifier. Donc, dans le premier terme, il va nous rester, pour la dérivée, moins mc carré sur R puissance 3. Le second terme, donc en moins lambda sur R, donc la dérivée de moins 1 sur R, donc c'est égal donc ici à moins 1 sur R au carré, enfin pardon, 1 sur R, sa dérivée c'est moins 1 sur R au carré, donc ici moins par moins plus, donc lorsqu'on calcule la dérivée, on va avoir plus lambda ici sur R au carré. Alors regardons quand est-ce que celle-ci est égale à 0, donc là on a l'expression de la dérivée, et cette dérivée de l'énergie potentielle effective sera égale à 0 pour une valeur particulière de R que je vais noter égale à R1. Donc celle-ci est égale à 0 pour... Donc R1 est... Donc résolvons donc cette égalité donc si à 0. Donc quand lambda sur R1 carré est égal à mc carré sur R1 puissance 3, donc isolons R, et on va trouver donc pour R1 égale donc mc carré sur lambda. Donc voilà une valeur particulière. C'est la valeur de l'extréma, ici de l'énergie potentielle effective. Alors calculons tout de suite la valeur de cette énergie potentielle effective pour R égale R1. Donc on va réinjecter donc, cette expression R1 qu'on vient de trouver dans l'expression en haut à droite ici de l'énergie potentielle effective. Donc pour R1, donc mc carré sur 2 fois R1 au carré, donc sur 2 fois R1 au carré, donc on voit donc ici, on va voir au dénominateur donc du mc carré, le tout au carré sur lambda carré, donc divisé par une fraction, on vient multiplier par son inverse. Donc il va nous rester, donc ici lorsque je vais remplacer, donc je vais avoir lambda au carré, ici, donc lambda carré sur mc carré, donc et le facteur 1,5 que je n'oublie pas. On remplace également dans la deuxième expression, donc moins lambda carré sur mc carré, donc voilà pour les deux termes. On peut se rendre compte ici qu'on a un facteur 1,5 pour le premier terme, un facteur moins 1 pour le second terme, tout le reste est en commun, donc ça veut dire que l'énergie potentielle effective ici est égale à moins lambda carré sur 2 fois mc carré. Donc voilà la valeur qu'on peut voir donc négative, ce qui voudra sans doute dire ici que cette valeur sera une valeur minimale. Alors, les tendances, l'énergie potentielle effective lorsque R tend vers 0. Alors, si R tend vers 0, moins lambda sur R, donc ici il va tendre vers moins l'infini. Si R tend vers 0, donc sur le premier terme, 1 sur R au carré va tendre vers plus l'infini, mais alors beaucoup plus rapidement que le second terme, donc ce qui veut dire que quand R tend vers 0, le terme en 1 sur R au carré l'emporte et l'énergie potentielle effective tend vers plus l'infini. La tendance de l'autre côté de l'échelle, c'est-à-dire lorsque R tend vers plus l'infini, alors si R tend vers plus l'infini, le premier terme ici va tendre vers 0 très très rapidement, le second terme va tendre vers 0 beaucoup moins rapidement, on soustrait les deux, donc celui qui tend vers 0 beaucoup moins rapidement va l'emporter, donc ça veut dire que ça va tendre vers 0 mais par valeur négative. Donc ici ça va tendre vers 0 moins. Alors, si on regarde donc un petit peu, on voit bien donc ça part de plus l'infini, ça va finir en 0 moins, ça va passer par une valeur négative. Donc ici on va voir une forme de courbe qui aura donc cette allure.
l'énergie potentielle effective en fonction de R, c'est celle que je vous ai présentée notamment dans les vidéos précédentes. On va voir un minimum comme ceci, et là ça va tendre vers 0 lorsque R tend vers l'infini, donc le 0 moins qui est ici. On a donc cette valeur particulière qui correspond au minimum, c'est la valeur R1 ici qui vaut mc carré sur lambda. La valeur correspondante, c'est-à-dire la tangente horizontale ici, donc l'énergie potentielle effective pour R1, c'est la valeur négative que nous avons trouvée, donc moins lambda carré sur 2 mc carré. Alors on peut se poser la question aussi de ce point particulier qui est assez intéressant, c'est-à-dire qu'on va traiter tout de suite. Regardons un petit peu donc pour ce point. Quand est-ce qu'on a donc l'énergie potentielle effective? Alors ce point, je vais l'appeler R2. L'énergie potentielle effective pour R2, donc quand ceci est égal à 0, donc on reprend l'énergie potentielle effective pour R2. Alors on va rechercher l'expression là-haut. Donc ceci sera égal à 0 quand mc carré sur 2 fois R2, donc ici, si seulement si mc carré sur 2 fois R2 au carré est égal à lambda sur R2, on peut résoudre, donc ça se résout très facilement. Donc ça veut dire que on aura ici R2 qui va être donc égal à lambda carré, à mc carré sur 2 fois lambda. Si je fais l'inverse, ça ne va pas aller. Donc R2 qui va être égal à mc carré sur 2 fois lambda. Et si on compare ceci à R1, on se rend compte que finalement, ça c'est la moitié de R1. Donc ici, R2, finalement, là, nous avons R1 sur 2, qui est égal à cette valeur particulière. Bien, alors, imaginons qu'on ait, comme dans le cas précédent, donc ici, une première énergie mécanique qui est assez faible, donc on va prendre donc ici négative, qui est une constante. On aura donc deux points d'intersection qui seront tels que, dans cette zone-là, c'est-à-dire ici l'énergie mécanique est bien supérieure à l'énergie potentielle. Donc là, on aura ce qu'on appelle, dans ce cas, un état lié, c'est-à-dire que la particule ou le satellite ou ce qu'on est en train d'étudier va être piégé entre R min et R max. Donc un état lié entre R min et R max, R min et R max qui seront les points que nous allons reporter sur l'axe des abscisses ici. Et si jamais on a une énergie mécanique à son initial qui est bien plus élevée, donc une énergie mécanique que je vais indicer 2, donc là c'est une énergie mécanique beaucoup plus importante que la précédente, eh bien à ce moment-là, la particule ne sera pas liée, mais on aura, donc comme dans le cas précédent, un état de diffusion. Alors ça pourrait être par exemple la volonté de satelliser un objet. Si on procure une énergie mécanique à l'objet, donc à l'instant initial qui est trop importante, mais en fait on ne va pas faire un satellite, mais on va plutôt faire une sonde spatiale qui ne va pas être satellisée autour de la planète voulue. Alors on étudiera ça d'une façon plus approfondie, donc dans la troisième partie de ces vidéos. Alors, comme nous en sommes sur les courbes et qu'on va parler donc d'états liés entre R min et R max, on en a déjà sous-entendu la possibilité précédemment, c'est que si on a une évolution entre R min et R max, eh bien il est fort probable ici qu'on ait un mouvement elliptique. Alors, justement, en parlant de mouvement elliptique, eh bien il va falloir qu'on regarde un petit peu les caractéristiques principales d'une ellipse. Alors, si on trace une ellipse, une vraie ellipse, bon, elle ne veut pas, ça n'est pas grave, je comptais sur une correction automatique, voilà. Donc une ellipse va avoir finalement donc deux axes, donc ce qu'on peut dire ici donc un grand axe et
un petit axe. Donc le centre de l'ellipse, qui n'a pas grand intérêt, mis à part que c'est un centre géométrique ici. De part et d'autre de ce centre, nous allons retrouver la caractéristique principale de l'ellipse, c'est-à-dire deux foyers de façon symétrique à ce centre, ce que j'ai noté F et F', donc là on a une parfaite symétrie entre les deux. À l'extrémité du grand axe, je vais obtenir donc un point qui sera le plus proche du foyer F, que je vais appeler le point P ici. De l'autre côté, le point le plus éloigné du foyer F, que je vais appeler A. Donc dans les systèmes physiques, il est fort à parier qu'on aura donc un centre attracteur à l'endroit donc du foyer F, qu'on va plutôt choisir en F, on pourra très bien choisir en F'. Un point courant donc sur l'ellipse, alors que je vais volontairement mettre de ce côté-ci. Donc le point M qui voyage sur l'ellipse, on va supposer ici dans le sens direct, c'est ce que Kepler avait dit sur le mouvement donc, des planètes, c'est sa première loi de Kepler. Les planètes forment des trajectoires elliptiques dans le sens direct autour donc, du Soleil qui occupe l'un des foyers d'ellipse. Quand on prend donc le système de coordonnées cylindrique donc de F, puisque c'est là où la planète serait, jusqu'à M, on va voir le rayon petit r. Dans ce prolongement du rayon petit r, on va donc avoir le vecteur unitaire radial. Je vous rappelle que tout ceci va se passer dans le plan z égale 0. Perpendiculaire à UR, on va voir le vecteur unitaire orthoradial. Alors le point M, je l'ai choisi à cet endroit-ci, tout simplement pour vous montrer que le vecteur donc, orthoradial n'est pas forcément tangent à la trajectoire elliptique. Ça ne sera vrai qu'en deux points, d'ailleurs au point P et au point A, c'est-à-dire au point le plus proche et au point le plus éloigné, sans quoi, partout ailleurs, Uθ est perpendiculaire à UR, et il n'y a pas besoin de se forcer à essayer de le faire tangent à la trajectoire elliptique, puisque ça n'est pas le cas de manière générale. L'angle θ pour repérer ce rayon, il est pris par rapport donc, au grand axe, et en termes de caractéristiques, donc au niveau de cette ellipse, alors, la caractéristique principale pour cette ellipse, c'est que la distance du foyer F jusqu'au point M et pour relier le deuxième foyer F', eh bien ça c'est une constante et c'est égal à 2A. Mais 2A c'est aussi donc la longueur du grand axe. Alors, si on regarde un peu le petit axe et qu'on y place donc deux points B' et B ici, donc une particularité, alors c'est pas fondamental mais c'est bien de le savoir, de B' à B c'est le petit axe et ça souvent on le note 2 fois petit b. Et 2 fois petit b c'est la longueur du petit axe. Alors, chose hyper importante pour l'ellipse dans ce qui va nous concerner, on voit qu'une ellipse, c'est une sorte de cercle qui a été étiré. Donc on va parler d'excentricité de l'ellipse, qui va être notée petit e. Cette excentricité donc, de l'ellipse, on pourra donc l'indiquer comme étant la distance OF, donc du centre géométrique de l'ellipse jusqu'au foyer F, divisé par la distance OP, ce qu'on note souvent, donc la distance de O jusqu'à F, on la note souvent par la lettre petit c, et la distance de O jusqu'à P, on voit c'est la moitié du grand axe, et la moitié du grand axe, eh bien c'est petit a. Donc petit a, c'est le demi-grand axe. Le paramètre P de l'ellipse, donc c'est un paramètre géométrique qui est analogue donc, à une longueur. Le paramètre P de l'ellipse, c'est B carré sur A, donc ça c'est ce qui s'exprime en mètres. B carré, donc on voit que c'est l'étirement sur le petit axe, donc ça élevé au carré, divisé par le demi-grand axe. Alors, ce paramètre P de l'ellipse, il aura une particularité, c'est que si jamais petit b est égal à petit a, eh bien ça voudra dire que l'ellipse est devenue un cercle, et à ce moment-là, on aura le paramètre P de l'ellipse qui sera égal au rayon du cercle, et on voit bien que c'est bien homogène à une longueur. Donc on a deux caractéristiques qui nous permettent effectivement de reconnaître l'ellipse en termes
notamment d'excentricité et paramètre P. Hein. Si P est différent de petit a ou différent de petit b, à ce moment-là, ça veut dire que c'est un mouvement elliptique. Et pareil pour petit e. Si petit e est différent de 0, c'est-à-dire que c a une valeur finie, eh bien ici on aura aussi donc un mouvement elliptique. Et si jamais petit e est égal à 0, à ce moment-là, on a un cercle là. Donc vous voyez, l'ellipse est assez proche du cercle de manière générale dans ses caractéristiques. D'ailleurs, en parlant de cercle, l'aire d'une ellipse, hein, ce que j'ai noté S comme la surface intérieure donc à cette courbe, eh bien celle-ci aussi est très proche de la surface d'un cercle. Donc c'est en mètres carrés, hein, parce que petit a et petit b sont des longueurs. Bon, on voit bien que si petit a est égal à petit b, à ce moment-là, on revient au rayon du cercle, et l'aire d'un cercle, eh bien c'est pi r carré, r étant son rayon. On voit ici pour l'ellipse, eh bien on doit multiplier le demi-grand axe par le demi-petit axe pour avoir la surface de l'ellipse. Alors ça va nous servir notamment pour la loi des aires, c'est-à-dire la deuxième loi de Kepler. Alors, dernière donnée sur cette ellipse, donc nous avons écrit les coordonnées polaires ici. Eh bien, pour l'ellipse, le rayon petit r, donc qui va dépendre de la position du point M, sera égal au paramètre P de l'ellipse qui était défini précédemment, sur 1 plus E fois cosinus θ, donc avec θ, l'angle que forme le rayon R avec le grand axe. Petit e, l'excentricité donc de l'ellipse qui est définie ici, petit p, le paramètre de l'ellipse qui est défini à cet endroit-là. Alors, petite remarque sur cette équation polaire de l'ellipse, on voit qu'on peut très facilement exprimer la distance minimale entre le foyer, donc F, et le point P, hein, ce qu'on va noter donc ici notamment R-min. Donc R-min, c'est lorsque θ est égal à 0. Si θ est égal à 0, cosinus θ égale à 1. Donc R-min est égal à P sur 1 plus E. Et de la même manière, on peut regarder ce qui se passe de l'autre côté du grand axe, donc au point A. Donc au point A, on va voir la distance maximale entre le foyer et le point courant sur l'ellipse. Ça, c'est pour θ égale à pi. Et quand θ égale à pi, cosinus θ égale moins 1. Donc R max va être égal à P sur 1 moins 1. Alors, ce qui est intéressant dans ces expressions, c'est que si on veut exprimer l'excentricité de l'ellipse différemment que par les paramètres géométriques qui ont été établis précédemment, imaginons que R-min et R-max sont des grandeurs connues. Hein, le point le plus proche, par exemple, d'une comète qui passe près du Soleil, ça serait R-min, et le point le plus éloigné serait R-max. Eh bien, ceci, donc je vois bien que si je fais R-min facteur de 1 plus E, ça c'est égal au paramètre P de l'ellipse, c'est donc égal à R max, facteur de 1 moins E, puisque c'est aussi le paramètre de l'ellipse. On arrange un petit peu tout ça, donc on va mettre tout ce qui est fonction de l'excentricité du même côté, par exemple à gauche de l'égalité, donc je vais avoir R min plus R max fois E, et de l'autre côté de l'égalité, je vais avoir R max, donc moins R min, donc je me rends compte que en divisant par le facteur, l'excentricité, c'est R max moins R min sur R max plus R min. Donc ça, c'est une relation qui peut être intéressante pour calculer l'excentricité de l'ellipse en fonction de données de problèmes qu'on peut avoir assez facilement. Bien, alors ça sera tout pour les caractéristiques de l'ellipse. Nous verrons les applications donc dans la prochaine vidéo et notamment surtout pour approcher ça des lois de Kepler. Bien, à bientôt pour la troisième partie de ce long chapitre sur les forces newtoniennes.